Bonjour à tous. Dans une séance précédente, nous avions parlé donc des différents systèmes de mise à feu qui étaient les premiers, en particulier le système à mèche et le système à rouet, qui a donc été une transition entre le système à mèche et le système dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en fait le système à silex. Alors, les systèmes à silex, je dis bien les systèmes à silex, ont vu le jour au début à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe. Les premières batteries à silex, les premières platines à silex sont d'origine méditerranéenne. La première étant une platine italienne, qu'on appelle d'ailleurs la platine à la romaine, qui a été suivie de très très près par la platine espagnole, qu'on appelle la platine à la catalane ou à la miclée. Les miclés qui étant des mercenaires catalans qui ont guerroyé au début du XVIIe. Donc cette platine espagnole que voici un pistolet de cavalerie espagnole qui présente une platine à la miclée, une platine à silex à la miclée. Alors on y voit bien sûr le chien avec son silex, le silex qui est donc une pierre bien taillée selon des règles, etc. Et une batterie en acier, puisque le principe de la platine à silex, c'est de générer des étincelles par le choc d'une pierre sur une pièce d'acier trempé. Donc, ce chien possède son silex, et en face, vous avez donc cette batterie en acier qui, remarquez-le tout de suite, ressemble fortement avec ses stries à la tranche du disque de rouet cannelé de la dernière fois. Et donc effectivement, ce striage permet de donner une meilleure possibilité de faire des étincelles. Alors, que va-t-il se passer dans ce système qui est nouveau? Eh bien, tout simplement, je ne vais pas le faire, c'est un vieux mécanisme quand même, c'est lorsque le tireur va presser la queue de détente, le chien va donc basculer vers l'avant de l'arme, et ce faisant, le silex va heurter l'acier de la batterie, qu'il va ouvrir. Vous avez ici donc le bassinet que le tireur a bien sûr chargé de poudre d'amorçage au préalable, après avoir chargé son canon. Et lorsque ce silex aura touché la batterie, qui va s'ouvrir, eh bien la gerbe d'étincelle tombera dans la poudre d'amorçage du bassinet. Donc ça, c'est donc une nouveauté sur ce pistolet de cavalerie espagnole. Donc c'est un système qui a été essentiellement fait en Espagne, pratiquement qu'en Espagne, et les différentes nations qui sont dépendantes de ce pays. Alors ces caractéristiques essentielles, c'est donc, à part le système que je viens d'expliquer, c'est que le mécanisme est totalement à l'extérieur de la platine, totalement à l'extérieur de l'arme. Ça a un avantage certain, ça permet de nettoyer plus facilement. Ça a un gros inconvénient, c'est que c'est très encombrant, très lourd, et ça peut, le système n'est pas protégé. Alors donc, après ce système à la miclée, à la romaine ou à la miclée, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des systèmes à silex. Il y a un autre système qui a vu le jour aux Pays-Bas, en Hollande, à la fin du XVIe, et qui s'appelle le système à la chenapan, ou à chenapan. Ce terme de chenapan découlerait du mot néerlandais snapan, qui veut dire voleur de grand chemin ou voleur de poules.
peut-être ces brigands utilisaient-ils ce type d'arme. Alors c'est une arme c'est un système qui s'est développé aux Pays-Bas, mais très vite aussi en Angleterre et en Russie, et surtout en Afrique du Nord, où il a fonctionné jusqu'au 19e siècle. Donc sur ce Moukala oranais, donc algérien, on voit le système de chenapan. Alors la chose à remarquer immédiatement, c'est que la batterie et le couvre-bassinet sont séparés. Au contraire de la platine à la mi-clé dont je vous avais parlé à l'instant, vous voyez que la platine, le couvre-bassinet et la batterie sont une seule et même pièce. Le cavalier, parce que c'est à cheval qu'ils font ça, c'est les fantasias, les fameuses fantasias. Donc le cavalier va armer son chien, et il y a ici un système de bassinet et de couvre-bassinet qu'il ferme. Donc il charge son fusil avec la poudre de charge, la balle, avec la baguette, je ne vais pas le faire à nouveau, et donc il charge également son bassinet avec la poudre d'amorce, mais tant que cette batterie est éloignée du chien, il ne peut rien se faire. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Si je tire accidentellement, il n'y a pas de danger puisque ma batterie est éloignée. C'est un système de sécurité. Ça rappelle très bien le système à rouet tout à l'heure, la dernière fois, où il fallait donc abaisser le chien de pyrite de fer sur le rouet, sinon il n'y a pas de danger. Donc voilà le système de ce chenapan qui va donc perdurer, donc disais-je, jusqu'à la fin du 19e siècle en Afrique du Nord. Donc lorsque l'on appuie sur la queue de détente, eh bien, on va recommencer là. On ferme le bâtinet et regardez bien. C'est un automatisme, c'est déjà une platine perfectionnée. Lorsque le tireur veut faire feu, il rabat sa batterie, le bassinet est fermé, et lorsqu'il va tirer sur la queue de détente, le silex va heurter l'acier, va générer les étincelles, et en même temps, une came a ouvert le couvre-bassinet. Quelque chose de parfaitement moderne pour l'époque. Donc, voilà ces prémices de la batterie à silex, mais on va bientôt avoir un système nouveau, de système de batterie à silex, qui va devenir universel. C'est la platine à la française. Cette platine à la française dont est équipé ce pistolet de cavalerie français, donc, qui est relativement récent puisque c'est un 1816, donc restauration, mais peu importe, le système est à son apogée. Le système à silex est à son apogée sur cette arme, et on voit très bien comment va fonctionner ce système. Alors, cette platine à la française a été présentée par un horloger de Lisieux qui s'appelle Marin Le Bourgeois et qui a présenté son système au roi Henri IV en 1610, en même temps qu'à son fils le futur Louis XIII, et qui a donc fait une démonstration au roi. Ça n'a pas été pris en compte immédiatement comme bien sûr une nouveauté, mais c'est un système qui va être utilisé absolument sur toutes les armes du monde entier pendant 2 siècles, civiles, militaires et de défense. Alors, ce système est donc nouveau par rapport à tout ce que nous venons de voir
en batterie à silex, c'est une synthèse du chenapan et de la platine à mi-clé, et ça va permettre donc de faire une arme beaucoup plus légère, beaucoup plus efficace, beaucoup plus élégante d'ailleurs, et le système est donc parfaitement connu maintenant, et vous pouvez vous montrer comment ça peut se marcher. Ah, donc le système, la platine à silex de Marin le Bourgeois présente donc son système en mécanisme qui est à l'intérieur de l'arme. Première différence. La deuxième différence, c'est que, contrairement au chenapan, la batterie et le couvre-bassinet ne font partie que d'une seule pièce. Et donc, comme sur la platine à la mi-clé. Et surtout, sur la noix qui commande le chien, qui est à l'intérieur de la platine, il y a un cran de sûreté. Ça, c'est magnifique, c'est une avancée majeure. Lorsque le tireur va armer son chien sur la position de sûreté, rien ne peut se passer. Alors donc, il a une sécurité totale pour le chargement, pour l'amorçage. Alors, il va évidemment charger son arme, comme on l'a vu maintes fois, la dernière fois, et également avec la poudre de charge, avec la balle, qu'il va bien sûr tasser de façon méticuleuse, de façon à avoir le bon tassement. On met sa baguette en place, il amorce son bassinet, et là, il va positionner le chien en position de tir. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est ce qu'on avait expliqué il y a un instant. Le silex a heurté la batterie en acier, qui s'est basculé vers l'avant, qui a dégagé le bassinet avec sa poudre d'amorçage, qui a évidemment été mise à feu, et qui a mis à feu la poudre de charge par l'intermédiaire de la petite lumière qui existe sur le côté du canon sur chaque arme. Alors ce système-là va donc perdurer jusqu'à 1840. Toutes les guerres de l'Empire et de la Révolution et de l'Empire vont être selon ce système. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer quelle est la manipulation du fusil de munitions, c'est-à-dire le fusil dont le soldat est muni au cours de cette révolution et de l'Empire. Il s'agit donc des fusils à silex modèle 1777 corrigés en 9 et éventuellement 1816 et 22. Alors je vais vous montrer l'évolution, la manipulation de ce fusil. Là, le fusil est armé, chargé et donc amorcé de la même façon que tous les autres, tout ce que nous avons vu. Mais en 1663, un événement majeur vient de se produire, c'est la création de la cartouche. Alors, la cartouche n'est pas la cartouche que nous connaissons aujourd'hui. C'est la cartouche donc du système de 1663, qui est un tube en papier avec de la poudre de charge et d'amorce et la balle sphérique en plomb. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que cette cartouche contient une poudre qui maintenant, grâce aux travaux et aux recherches qui ont eu lieu, sert à la fois de poudre de charge et de poudre d'amorce. C'est la même. Évidemment, ça va augmenter la rapidité du chargement, la cadence de tir, diminuer le rang des tireurs, bien sûr, et donc
cette cartouche va être utilisée jusqu'au système suivant, qui sera donc le système à percussion. Alors comment est-ce que ça marche? Alors le soldat prend le fusil, son fusil en position proche de l'horizontale, il va armer le chien dans sa position de sécurité. Comme on a dit, rien ne peut se passer lorsqu'il appuie sur la détente. Il va armer son bassinet, il va arracher avec ses dents la cartouche en papier et verser une petite partie de poudre dans le bassinet et il referme le couvre-bassinet, en faisant bien attention de bien serrer les doigts, de façon à ne pas perdre le reste de la poudre qui va être la poudre de charge. Alors, on peut penser que le soldat, s'il n'a pas de dents de devant, il ne peut pas être soldat, parce qu'il ne peut pas arracher. Ou même inversement, s'il ne peut pas être soldat, il peut aller se faire enlever les dents avant, il ne sera pas soldat, parce qu'il ne peut pas arracher les dents. Donc, une fois que le bassinet est amorcé, on charge donc le fusil avec le reste de la poudre, la balle, le papier qui fait bourre, et on va passer ça avec la baguette d'une façon méticuleuse comme d'habitude. Et maintenant, il va armer son chien en position de tir. Et là, il peut tirer. Donc, même système. Je vais le faire pour une fois. La batterie a été basculée suffisamment. Le silex a généré des étincelles. La poudre d'amorçage a été mise à feu. Et la poudre de charge aussi. Donc ce fusil va servir jusqu'à 1840 environ, jusque sous Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il va donc servir dans toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire. Alors quel est son comportement au combat? D'abord, il semble que c'est très imprécis. C'est un fusil qui est très imprécis, c'est toujours un fusil à âme lisse. Et la balle, comme je le disais tout à l'heure, une balle sphérique où il y a un vent, c'est-à-dire un petit espace entre le calibre de l'arme et le diamètre de la balle, va faire que la balle aura assez peu d'orientation dans sa course, dans le canon. Ce fusil est vulnérant de 300 à 400 mètres, mais dans les combats de l'époque, l'ouverture de feu ne se fait jamais avant à plus de 25 mètres. À 25 mètres, on peut commencer à tirer parce qu'en face, les soldats sont serrés en ligne et forcément, ça va compenser la perte de précision de l'arme. Donc cette arme va être utilisée de façon très, très, très régulière. Notez une chose, c'est que le soldat, lorsqu'il a chargé son arme et amorcé son arme, a gardé sa baïonnette. Parce qu'à ce moment-là, il est parfaitement vulnérable contre un autre soldat ou surtout contre une charge de cavalerie. Donc, il faut impérativement qu'il garde une sécurité pour se défendre. Donc ce fusil est évidemment une arme qui est donc efficace, mais qui présente des inconvénients aussi, bien sûr. Il y a environ 25% de ratés sur 100 coups, donc 25 coups qui ne partent pas. Et parce que
causes d'accidents de tir sont quand même assez nombreuses. La première étant manifestement que la charge de poudre ne soit pas suffisante. Vous avez vu tout à l'heure qu'il fallait bien faire attention à ne pas perdre la charge de poudre de charge, justement. Et lorsque la charge de poudre de charge est insuffisante, le coup ne part pas. La deuxième chose, c'est que la petite lumière qui est sur le côté droit du canon est encrassée. Et d'ailleurs, le soldat possède une épinglette dans son fourniment pour la nettoyer pratiquement à chaque fois, parce que la poudre noire encrasse considérablement. Donc ça, c'est une deuxième cause d'accident de tir. La troisième, c'est surtout le silex. Le silex, il est mal placé, mal serré, et surtout mal usé. On doit remplacer le silex tous les 25 coups. Parce que d'ailleurs la dotation est d'une pierre à silex pour 30 coups pour le soldat, et donc c'est la norme. Il faut donc remplacer le silex qui s'use quand même relativement vite sur l'acier de la batterie. Combien de coups pensez-vous qu'on peut tirer avec ce système? Eh bien, en principe 2 coups par minute. Et pour des unités bien entraînées, ça peut monter à 3 coups par minute. Alors, évidemment, la longueur, le temps de chargement, d'amorçage et de latence, il n'y a pas beaucoup de latence entre la pression des tentes et le départ du coup. Tout ça, ça hypothèque le feu continu. Parce que dans les armées de l'époque, on cherchait le feu continu au cours de la bataille. Ça veut dire qu'il fallait un certain nombre de rangs de tireurs qui étaient donc calculés pour assurer le feu continu. Le premier rang ayant tiré, elle doit avoir le temps de reculer derrière le rang qui fait le nouveau premier rang qui fait feu pour recharger son arme, etc. Alors évidemment, ça a évolué beaucoup au cours des siècles. Au niveau des premières armes, notamment à mèche, les mousquets, il fallait 20 rangs de tireurs pour réaliser un feu continu. Et à tel point que donc les arquebusiers, les mousquetaires plutôt, étaient donc intégrés par petit nombre dans des unités de piquiers, donc des soldats avec des grandes piques de 2 mètres 50, 3 mètres, qui étaient là pour les protéger lorsqu'ils avaient tiré. Au XVIIe siècle, on descendra à 8 rangs, et en 1766, donc sous Louis XV, avec donc le ministre de la guerre qui était Choiseul, le duc de Stainville, on adoptera définitivement le 3 rangs de tireurs pour l'infanterie française, avec les fusils et les poudres de l'époque. Vous voyez donc qu'il y a une relation étroite entre le temps de chargement et le nombre de rangs pour assurer ce fameux feu continu pendant toute la bataille. Le système suivant va voir le jour en 1840, qui va donc suivre le système à silex qui est devenu obsolète. Et depuis le début du XVIIe, des travaux avaient déjà été faits sur ces corps chimiques qui explosaient lorsqu'on les frappait violemment. D'abord les travaux de Berthollet qui ont montré que ces corps étaient les corps de fulminate. Et en 1840, on a créé, en 1839 plus exactement, on a créé une capsule à fulminate de mercure. Cette capsule à fulminate de mercure va donc exploser lorsqu'on la frappera. Alors, les armes qui vont se servir de ce système ont une morphologie différente. Vous avez immédiatement
reconnu sur cette carabine modèle 1846 de chasseur à pied que c'était le chien était totalement différent. Le chien à silex a disparu. Il est remplacé par un chien marteau qui présente une tête évidée pour éviter les éclats, boussures d'étincelles. Et il est monté sur le côté de la chambre une cheminée. Cette cheminée qui, bien sûr, va communiquer avec l'intérieur de la chambre du fusil. Alors donc, le système est bien sûr beaucoup plus rapide parce que, bon, le soldat va charger son arme par la bouche, bien sûr, avec sa poudre de charge, sa balle, il va donc passer l'ensemble avec sa baguette, qui est une baguette spéciale, puisque maintenant les balles sont plus sphériques, mais cylindro-ogivales, on en reparlera plus tard si on veut, et donc il va donc tasser l'ensemble dans le canon, et ensuite il va se servir de la capsule de fulminate de mercure. Jusqu'alors, l'arme est totalement inoffensive, elle est chargée, elle n'est pas amorcée. Alors, cette capsule de fulminate de mercure, la voici. Il s'agit d'un petit chapeau en cuivre qui possède dans son fond une goutte de fulminate de mercure avec de la gomme laque de façon à la maintenir et surtout à la préserver de l'humidité. Alors cette capsule-là, lorsqu'on tapera violemment dessus, elle va donc donner un jet d'étincelle. Alors le soldat va positionner sa capsule sur la cheminée et là, le fusil est devenu dangereux. Il peut tirer. Je ne vais pas le faire, lorsqu'il va appuyer sur la queue de détente, le chien marteau va venir écraser la capsule, qui va donc donner un véritable jet d'étincelles à l'intérieur de la cheminée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des fusils à piston. Ça donne un petit peu l'image d'un piston. Et donc la poudre de charge, bien sûr, va être immédiatement mise à feu avec l'ignition de cette capsule. Alors cette arme-là est une arme qui a servi, celle-ci ou une autre, qui a servi à la guerre de Crimée, 1854-55. Elle a servi aussi à la guerre du Mexique, 62-67. Elle a servi à Solferino avec Henri Dunant, à la guerre d'Italie en 69. Mais elle a fini la conquête de l'Algérie en 1847, parce que l'Algérie a commencé, elle, en 1830, avec le silex. Donc la terminaison se fait avec cette arme-là. Alors, ce système-là va donc être en fonction jusqu'en 1866. 1866 qui va voir un nouvel événement important, c'est la création de la cartouche métallique. Et voici cette cartouche métallique qui, pour la première fois, présente dans un seul objet la balle, la charge et l'amorce. C'est la cartouche que nous connaissons aujourd'hui. Cette cartouche va de pair avec un autre système de chargement de l'arme. C'est le chargement par la culasse, alors que tous les autres fusils et pistolets jusqu'à aujourd'hui se chargeaient par la bouche. Ce chargement par la culasse qui va donc donner d'autres périspéties, mais ça c'est une autre histoire et je me ferai un plaisir de vous la conter une autre fois.